Bonjour, bonsoir, salut, je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Comment allez-vous cette semaine ? Pour ma part, ça commence à devenir un petit peu long. Mais on tient le bon bout. Je fais du sport tous les jours, quand j'ai pas la flemme, et j'ai commencé à apprendre à dessiner, comme j'ai commencé à apprendre à faire de la batterie et à faire de l'origami. Bref, je m'occupe quoi. Petite recommandation non scientifique. Si vous aimez les jeux de rôle, je vous conseille de suivre Game of Roll en live sur Twitch tous les dimanches depuis le confinement de 20h à 22h sur la chaîne de qualité. Fibre Tigre, grand maître incontesté de jeux de rôle, emmène une équipe de choc dans la France des années 70 à la recherche d'un sceau impérial chinois. Les épisodes sont disponibles également en replay en podcast. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti, c'est déjà l'épisode 11. Bienvenue dans la sauce curry. Épisode 11, Alexandra. Alexandra est ergonome en informatique. Passionnée de jeux vidéo depuis l'adolescence, elle découvre ce métier encore peu connu en France à l'époque du lycée, au détour d'un magazine. Elle nous raconte son parcours qui s'avère très complet, alliant psychologie, design et nouvelles technologies. On parle aussi de l'importance de la culture et de l'éducation pour nous aider à sortir des stéréotypes. Un épisode un peu plus court que d'habitude, mais toujours très enrichissant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment ? C'est très simple. En lui mettant une bonne note, de préférence 5 étoiles, dans votre appli de podcast. Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Et en laissant un commentaire sympa ou une suggestion. Si vous êtes vous-même une femme scientifique et que vous souhaitez participer à ce podcast, ou que vous connaissez des femmes scientifiques que vous souhaiteriez entendre dans ce podcast, vous pouvez me contacter directement par email à lasaucecurie@gmail.com. Je serai ravie de vous répondre. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Mais surtout, le meilleur moyen de faire connaître le podcast, c'est encore le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec vos proches, famille, amis, ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Merci pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va. Merci d'avoir accepté ce petit interview. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Et donc pour commencer, j'aimerais savoir donc, ton prénom, si tu pouvais te présenter, ton prénom, ton âge et ton métier. D'accord, donc moi je suis Alexandra, j'ai 32 ans et mon titre actuel c'est UX consultant. UX consultant, ça veut dire quoi ? Ça correspond à la première question, c'est quoi ton métier ? Du coup mon métier, pour résumer, c'est ergonome, mais c'est vrai que c'est une activité qui peut porter plusieurs noms selon les entreprises. Ça peut être... On parle d'expérience utilisateur, donc user experience, ça peut être interface designer, mais pour résumer, donc c'est plutôt ergonomie. Okay. Donc mon but, c'est d'essayer de rendre les interfaces, donc de n'importe quel produit, ça peut être aussi bien site web, logiciel, jeux vidéo, bon, toutes ces interfaces, essayer de les rendre plus faciles à utiliser, plus intuitives. Donc en général, c'est une solution qu'on construit avec les utilisateurs. On va faire des tests utilisateurs, des focus group, tout un tas de méthodologies pour essayer de faire en sorte que le produit à la fin soit plus satisfaisant pour la personne qui va s'en servir. Ok, cool. Et c'est quoi ton parcours ? C'est quoi les études que tu as fait pour faire ce métier ? Donc pour être ergonome, moi j'ai fait un doctorat en ergonomie. Sachant que normalement pour être ergonome dans les autres pays, c'est plutôt un cursus ingénierie, sciences de l'ingénieur pour connaître les systèmes techniques. Et en France, le parti pris c'était plutôt s'intéresser à l'utilisateur. Donc quand je dis psychologie, c'est s'intéresser au système cognitif de la personne, comment elle va mémoriser l'information, tout ce genre d'informations. Okay. Donc définitivement du côté de l'utilisateur. Ok. Et donc t'as fait quoi avant ton doctorat ? T'as fait un master psycho ? J'ai fait un master de psychologie avec des options psychologie du travail. Okay. Et j'ai enchaîné effectivement avec une thèse CIFRE, donc qui était financée par une entreprise. Ok. Et est-ce que justement pendant ton parcours ou même, enfin, je sais que tu as fait plusieurs boulots depuis que tu as ta thèse, etc. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Si oui, est-ce que tu crois que c'est lié au fait que tu sois une femme ? Des difficultés, effectivement, dans le domaine, donc je suis plutôt dans le domaine informatique, donc c'est un milieu où c'est plutôt masculin en général. Ouais. Je pense pas que le hasard ait fait que dans mes 4-5 expériences professionnelles, mes managers ont toujours été des hommes. J'ai eu la chance, donc dans mon expérience précédente, donc quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'étais ergonome,
mais on m'a donné l'opportunité de monter une équipe expérience utilisateur, une équipe d'ergonomie. Donc j'ai pu monter une petite équipe, on m'a fait confiance. Donc ça a été certes que 5 personnes. Ça, c'était pendant ta thèse? Non, ça c'était l'expérience, c'était il y a 4 ans. Donc j'ai eu l'opportunité de devenir manager. Et effectivement, à mon niveau, il y avait que des hommes. Mes collègues étaient, donc c'était 6 ou 7 hommes, et on reportait, pareil, notre manager était un homme. Et donc j'ai une expérience à l'étranger, j'ai vécu 1 an et demi en Corée, et quand je suis rentrée l'année dernière, j'ai essayé d'accéder au même type d'emploi, donc plutôt manager, gestion d'équipe. Et je me suis effectivement confrontée à certaines difficultés. Et donc ça peut être bien sûr plusieurs facteurs, mais bizarrement j'ai eu l'impression quand même le fait d'être une femme, peut-être l'âge aussi, bien que j'ai eu une expérience assez positive dans le domaine du management, m'a pas permis de retrouver un poste similaire. Ok. Et avant, même déjà dans les études, ah oui, comme c'était plutôt psychologie, au final, t'avais pas ce côté masculin informatique. Non, dans les études, effectivement, psychologie, c'est vrai que c'est plutôt féminin, pour le coup. Ouais. Mais quand on rentre en première année donc de licence, on est à peu près 500. Et à la fin, pour le master, déjà, on n'est plus qu'une vingtaine. Et oui, à faire une thèse, on doit pu être que 3 ou 4 à la fin, Okay. c'est sûr. Et comment t'as switché avec l'informatique au final? Parce qu'il faut quand même être calé en informatique, il faut être calé en psycho. Dans ton parcours, est-ce que t'avais de l'informatique? Un petit peu. Du coup, c'est vrai que, comme je disais, le but, c'était plutôt de s'intéresser à l'utilisateur. Le peu d'informatique que j'ai fait, c'était des cours d'HTML, ce qui reste assez élémentaire. Sachant que moi, si j'ai choisi ce métier-là à la base, c'est parce que, d'un côté, je suis passionnée de nouvelles technologies, les jeux vidéo. C'était un peu mon rêve de travailler dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, c'est vrai que j'aime beaucoup le design, dessiner. Et donc, j'ai pensé que l'ergonomie, c'était une bonne manière de mêler les deux. Ok, donc en gros, c'est toi à côté, en dehors de tes études, qui t'es intéressé à l'informatique, au codage, ou t'as fait une formation en plus pour être ergonome? Non, j'ai pas fait de formation en plus, sachant qu'on estime un peu que notre métier, donc, il y a une partie, donc c'est être le lien entre l'utilisateur et les personnes qui sont développeurs, informaticiens, etc. Okay. Donc moi, mon but, c'est pas d'être développeur, mon but, c'est pas de coder, mais c'est effectivement de connaître quand même suffisamment bien la technologie pour savoir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire, donc exploiter au mieux la technologie. C'est essayer aussi de comprendre leur vocabulaire quand on parle avec un développeur, donc sans être expert soi-même. Et finalement, ça demande aussi un autre type de connaissances qui est le côté business fonctionnel. Donc peut-être que l'utilisateur, il va être expert comptable, il va être dans la finance ou dans l'export. Et dans ce cas-là, pareil, on ne doit pas être aussi bon que l'utilisateur, mais on doit quand même connaître son métier, son activité, pareil, pour pouvoir échanger avec lui. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir des connaissances dans ces différents domaines, sans être soi-même informaticien ou comptable ou ce genre de choses. Ah oui, ok. Donc en fait, il faut vraiment que tu t'adaptes en fonction de la boîte dans laquelle t'es. Enfin, t'as la possibilité de t'adapter en fonction de la boîte dans laquelle t'es. Le côté, oui, s'adapter, être agile, ouais, c'est assez important pour à n'importe qui, enfin, suivant les interlocuteurs auxquels on s'adresse, de comprendre leur activité, leur métier, etc., de pouvoir interagir avec eux relativement facilement. Ok. Et en Corée, tu faisais quoi comme taf? Du coup, en Corée, à la base, je devais y rester que 6 mois. Donc j'y avais été pour prendre des cours de langue à la base. Et ça m'a tellement plu comme expérience que je suis restée plus longtemps. Donc après 9 mois de cours de langue, j'ai aussi travaillé pour une ONG. Et j'ai aussi travaillé quelques mois pour une boîte de jeux vidéo. Ouais. Est-ce que ton métier d'ergonome t'a aidé à rentrer dans le monde des jeux vidéo, justement, là-bas? C'était par rapport à... Non, du coup, parce qu'en fait, mon niveau de coréen était bon, mais pas suffisamment bon pour avoir exactement le même type de métier que j'aurais pu avoir en France. Ok. Du coup, là-bas, c'était plutôt traduction, support, ce genre de choses. Ok. Mais c'était quand même C'était très... cool. Oui, l'univers était intéressant, et puis c'était un peu mon rêve de voir ce que c'était d'être dans une boîte de jeux vidéo. Peut-être pour la suite? Peut-être. Et le peut-être est devenu réalité. Aujourd'hui, 2 ans après cet enregistrement, Alexandra est ergonome chez Ubisoft au Canada et a bossé notamment sur le jeu Far Cry New Dawn. C'est vrai que par rapport à ma thèse, j'ai toujours eu l'idée un peu quelque part de monter ma propre boîte. Et le domaine qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle les serious games. C'est finalement utiliser les jeux vidéo à des buts qui sont
plus sérieux justement. Ça peut être aussi bien du e-learning, l'éducation, les sciences, l'écologie, enfin, il peut y avoir plein d'adaptations possibles. Et je trouve fascinant de pouvoir utiliser quelque chose un peu un format ludique pour essayer d'enseigner des choses aux gens, aux enfants. Donc c'est une idée qui me trotte derrière la tête. Ok. À venir, quoi. Peut-être. À voir. Et quel est ton rapport à la science? Comment tu t'es arrivé à aimer les sciences? Est-ce que tu te rappelles les premières prémices de je vais être plutôt scientifique plutôt que littéraire, commercial ou autre? Je crois que depuis toute petite, je voulais soit être médecin ou cosmonaute. Donc je pense que finalement c'était déjà ce genre de métier. Après, quand on arrive au lycée, quand on sait pas forcément quoi choisir, ils conseillent forcément de faire scientifique, de faire S, parce que les gens conseillent toujours, disent que ça ouvre plus de voies. Comme je disais, vu que le design, le dessin, ça m'intéressait, j'avais postulé aux Beaux-Arts après le lycée, donc j'avais été prise, mais c'était un choix volontaire de ma part de pas aller dans ce domaine-là, en se disant que c'est vrai que les débouchés, peut-être prof d'art plastique ou ce genre de choses, mais c'était pas vraiment les métiers que je visais. Donc oui, je savais que pour faire ergonome, il fallait faire une fac de psychologie. Dès le lycée, tu savais que tu voulais être ergonome? Oui, après c'est vrai que le cursus psychologie était intéressant en soi, mieux comprendre l'être humain, etc. Ça avait un côté intéressant, mais je savais aussi que je voulais pas me diriger vers ce qui était la psychologie clinique ou au sens traditionnel du terme. Donc c'était vraiment les aspects de nouvelles technologies qui m'intéressaient. Et pareil, une fois que j'ai fini le master, la recherche, ça m'a toujours intéressée. J'aime vraiment beaucoup l'idée de pouvoir approfondir un sujet, travailler sur un domaine pour apporter des réponses, quelles qu'elles soient. Et ce qui m'avait fait hésiter, c'était la partie financement. Donc j'ai eu la chance dans mon cursus qu'on me propose une thèse CIFRE, donc une thèse financée. Et du coup, je regrette pas mon choix. C'est sûr que ce qu'on m'avait conseillé, c'était de bien choisir son sujet, parce que faut vraiment être passionné pour travailler 3 ans sur le même sujet. Finalement, dans une activité professionnelle, après, ça arrive très rarement qu'on travaille aussi longtemps sur un projet ou une mission. Mais donc oui, ça m'a beaucoup plu comme expérience et je regrette pas. C'était quoi le sujet de ta thèse? Alors, le sujet de ma thèse, c'était la persuasion technologique. Donc, c'était comment influencer le comportement ou l'attitude des gens par le biais des interfaces. Ce qu'on donne comme exemple, c'est sur n'importe site de e-commerce type eBay ou ce genre de choses, un vendeur a un système d'étoiles. Donc, plus une personne a d'étoiles, plus on va lui faire confiance et donc plus on sera susceptible de lui acheter ou non un produit. Donc on voit bien que c'est des petits éléments de l'interface qui vont modifier le comportement d'achat. Et une fois de plus, ce qui est bien, c'est qu'à la base, ça a été très utilisé dans tout ce qui est marketing et e-commerce, parce que c'est une source de revenus assez énorme. Et c'est assez passionnant de voir qu'on peut réutiliser ces mêmes principes et stratégies dans d'autres domaines de type médical, écologie, essayer d'aider les gens à avoir des meilleurs comportements de santé ou alimentaires, ou avoir une conduite plus écologique. Et par rapport à cet état des lieux, donc dans le cadre de ma thèse, j'ai construit une grille qui permet à la fois d'évaluer la force persuasive d'une interface qui existe, mais ça peut aussi servir comme aide à la conception, comme guide, si on souhaite faire un produit plus influent, quelques règles, conseils à suivre. Et tu sais si justement cette grille elle est utilisée maintenant par des boîtes ou des entreprises? Je suis toujours un peu étonnée de manière positive, mais oui, ça m'arrive d'être contactée, donc les gens me demandent soit les critères. Ça peut être aussi bien pour des formations ou dans des entreprises, effectivement. Pas que en France, j'ai eu des demandes aussi, par exemple du Canada. Et au gré des recherches, j'ai pu voir dans quelques articles que j'ai été citée, où ils s'en servent pour faire des workshops. Donc, à faible niveau, ça vit sa propre petite vie. C'est cool. Ouais. On a l'impression que dès le lycée, tu savais que tu voulais être ergonome. Comment t'as entendu parler de ce métier? C'est vrai qu'au lycée, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, il y a le CIO, je pense, mais bon, je pense que les conseils sont pas forcément très bons, enfin ça donne des conseils un peu généraux, mais non, je pense que c'était des recherches personnelles dans les magazines, enfin les types de métiers qui pouvaient exister, des choses liées à l'infographie, peut-être que c'était un des premiers métiers qui m'avait intéressée. Okay. Peut-être faire des effets spéciaux, des choses comme ça pour les jeux vidéo. Et oui, je suis tombée sur un article qui parlait d'ergonomie et j'ai cherché à en savoir plus. Donc à la base, c'est par rapport à
au design, à mélange entre le dessin, quelque chose d'un peu créatif, et en même temps utiliser les nouvelles technologies par rapport à ça. Ok. Parce que je t'avoue, moi, avant toi, ergonome, tu me disais ergonome, je liais même pas ça à l'informatique, en fait. Non, mais au final, c'est toujours pas si connu que ça. On en parle de plus en plus, quand même. Mais non, c'est pas encore très connu. C'est plus développé dans des pays anglo-saxons, typiquement, sinon États-Unis ou Canada, c'est beaucoup plus avancé et développé. Okay. Et ça reste des choses un peu cachées. Mais par contre, derrière les gros succès comme l'iPhone ou les consoles de jeux un peu à la mode, etc., c'est des équipes d'ergonomes qu'on travaille dessus pour identifier le besoin, comprendre l'utilisateur. Donc c'est pas très connu, donc il n'y a pas beaucoup de diplômes par rapport à ça, donc peu de personnes diplômées, et pas non plus beaucoup de métiers, même si ça commence à évoluer de plus en plus. Ok. Donc ce qui est un avantage et un désavantage en même temps. Ouais. Est-ce que pendant ton parcours, tes études et même encore maintenant, est-ce que tu as eu des modèles féminins, en l'occurrence, pour t'aider à continuer, pour te motiver ou te donner envie justement de faire un métier scientifique? Malheureusement non. Je m'étais déjà posé la question et dans mes modèles ou même quand on s'intéresse à un domaine, donc le mien c'était la persuasion technologique, quand on cherche les auteurs, même à l'international, malheureusement beaucoup de contributions ça reste quand même assez masculin. Et autre que dans ton domaine? Autre que dans mon domaine, les aspects un peu féministes ou engagés, ce sont des choses qui m'intéressent, mais à part des personnalités un peu publiques qui disent des choses que je trouve pertinentes, dont j'aime parler avec les gens, mais dans le domaine scientifique moins, effectivement. Mais oui, je prône aussi plus d'égalité ou en termes de genre. Donc oui, c'est des choses, j'aime bien lire des articles à ce sujet, voir ce qui se fait aussi aux États-Unis ou comment les états d'esprit avancent lentement certes, mais progressent légèrement. Ok. Et la phrase où on dit il y a moins de femmes en sciences, est-ce que toi tu penses que c'est vrai ou faux? Et comment tu l'expliques? Du coup, je pense que, de mon point de vue, oui, il y a l'air d'avoir un peu moins de femmes dans les sciences. Mais justement, là, j'ai eu une présentation il n'y a pas longtemps, c'était un sujet assez intéressant sur les femmes importantes dans le domaine de l'informatique. Et finalement, il y en a vraiment beaucoup qui sont à la fois célèbres ou qui ont fait des grosses contributions, avec la chance que l'informatique reste une science relativement récente. Mais si on pense à la première personne qui a été développeur dans le monde, finalement, c'est une femme anglaise, c'est Ada Lovelace dans les années 1850, et je trouve ça passionnant. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas, même moi je l'ai appris que récemment. Si on pense pareil au premier ordinateur, l'ENIAC, qui était une machine qui tenait dans plusieurs places, tellement c'était grand. Finalement, les personnes qui s'occupaient de ça, c'était 6 femmes ingénieures aussi. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de grosses contributions féminines dans le domaine de l'informatique. Dans d'autres sciences, il y a beaucoup de femmes qui sont présentes aussi, mais je pense que ça pêche un peu en termes de communication, que ce soit dans les livres à l'école, quand on parle de grandes contributions de personnes dans les sciences, ça reste malheureusement trop masculin. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont contribué, mais c'est pas beaucoup de communication là-dessus. Et pour expliquer pourquoi il y aurait un peu moins de femmes dans les sciences, ou moins de communication à ce sujet, oui, je pense que j'ai essayé de lire des choses un peu en rapport avec ça, et ça passe aussi par de l'auto-persuasion, dire que les femmes sont... C'est un peu des clichés qui sont véhiculés, que ce soit dans l'éducation, dans les livres scolaires ou des choses comme ça, sur les femmes qui devraient faire plutôt des métiers liés aux sciences humaines, des choses comme ça, et les garçons plus pour les sciences dures, ce genre de choses. Donc les clichés, malheureusement, ça a un impact sur ce que pensent les gens, ou ça influence les gens quand ils vont choisir leur domaine d'études. Ce qui est un peu dommage, sachant qu'on sait que biologiquement, physiologiquement, les capacités sont les mêmes, donc il ne devrait pas y avoir de distinction, mais je pense qu'il y a encore un petit problème de choix. Quand je donne des cours d'ergonomie dans des écoles d'ingénieurs en informatique, 90% je pense que c'est encore des garçons. D'après ce que tu dis, ce serait pas mal avec l'éducation qu'on pourrait parer à ça en fait. Comment t'imagines toi, comment on peut parer au fait qu'il y ait moins de femmes dans la science?
Je pense que c'est plusieurs niveaux, c'est sûr. Donc il y a à la fois l'éducation, mais la culture, finalement, à plus grosse échelle dans les sociétés. Et donc ça devrait passer, oui, par plusieurs choses. Enfin, si la société était impactée, du coup, à l'échelle des familles, on devrait enseigner aux enfants, dire vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez devenir qui vous voulez, faire le métier que vous voulez, il n'y a pas de ça c'est plus pour les filles, ça c'est plus pour les garçons. L'école devrait aider, donc ça c'est des choses peut-être plus factuelles ou peut-être le gouvernement devrait pousser aussi, ne serait-ce que dans les manuels scolaires quand il y a des exemples qui sont cités où on voit encore malheureusement des exemples de problèmes de mathématiques où l'intitulé est très orienté avec un problème de genre justement où c'est trop cliché, ce genre de choses. Mais dans la vie quotidienne, à faible niveau, j'essaye aussi de dire ça à mes amis, que les stéréotypes finalement c'est pas si drôle que ça d'en jouer parce que au final ça fait que insister sur quelque chose qui existe déjà et c'est pas si drôle. Le but c'est justement d'essayer d'en sortir, du coup au lieu de continuer à faire des blagues sur trop sexistes. Enfin, je pense que ça doit passer aussi même par de l'humour ou les discussions entre amis. Cool. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une ado qui veut se lancer dans la science? Mais je dirais, mais fonce, mais fais tout ce que tu veux. On a tous les mêmes talents et tu crois en toi, les gens croiront en toi et tu peux devenir ce que tu veux, c'est ça. S'il y a un domaine qui te plaît, vas-y, fonce. Parfait. Merci Alexandra. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Alexandra pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser une bonne note. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. À la semaine prochaine, ciao!